Bien arrivé chez DENSA, le podcast en quête des libertés à travers l'authenticité. Et pour commencer en toute sincérité, moi Sarah Poli avoue qu'aujourd'hui, je me suis éveillée, énervée, un truc bizarre. Je crois qu'il y a des fois, on a des émotions qui nous arrivent comme ça, on ne sait pas trop d'où ça vient. Et c'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Je l'accepte, je suis chanceuse. Les gens dans la rue sur le chemin ont été carrément gentils avec moi. Donc je me dis que j'ai encore toute la journée pour transformer l'énergie. Et c'est le but de s'assumer, car on est là pour être authentique et essayer de comprendre comment faire pour être soi-même dans une société qui essaie constamment de nous formater. Et aujourd'hui, pour m'aider dans cette enquête d'authenticité, j'ai celle qui est la créatrice de l'association Find Yourself, une personne que je vois en vrai pour la première fois. Oui. On a papoté pour la première fois au téléphone il y a une semaine, même pas. Donc c'est une connaissance toute fraîche, je la découvre en même temps que vous. Et son association existe pour aider le développement personnel et professionnel des femmes, donc dans le chemin de l'authenticité, que ce soit dans la vie personnelle, mais aussi dans sa posture professionnelle par rapport au monde. Et ensemble, on va parler d'un sujet super intéressant. Un sujet que j'aurais pas pensé toute seule, c'est grâce à mon invitée et à un podcast qu'elle a réalisé elle-même, qui s'appelle People Pleasing, c'est-à-dire cette syndrome, je vais le dire comme ça, de vouloir plaire aux autres et les conséquences en fait un peu sévères que ça peut avoir dans notre vie et dans notre rapport à nous-mêmes. On va bien sûr parler des nuances par rapport au fait de la validation sociale, parce que de vouloir plaire aux gens, c'est pas nécessairement quelque chose de mauvais en soi, mais il y a des degrés différents. Donc pour nous aider à comprendre tout ça avec vous, les amis, les amours, c'est Clémence de Find Yourself. Hola. Welcome. Merci beaucoup. Merci Sarah de m'accueillir dans ton podcast, je suis très contente. C'est un grand plaisir, merci d'être là. Largement partagé. Merci pour ton sourire énorme. Pour qui ne nous voit pas, nous écoute, Clémence a un super bon sourire. J'adore. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est toi qui me donne le sourire. Merci. Alors, pour démarrer le podcast, j'aimerais savoir comment tu te sens aujourd'hui, sincèrement. Sincèrement, comme je disais, je suis arrivée en retard parce que le RER a décidé de faire des siennes. Merci le RERB, on t'adore, mais quand même. Pitou. Voilà. Donc j'étais un peu contrariée, mais en vrai, je suis hyper contente d'être là. Je suis vraiment très contente d'être là. Je me sens bien. Je me sens chanceuse. Je me suis réveillée avec de la gratitude. En vrai, ce matin, beaucoup de gratitude pour tout ce que j'ai, pour ma vie. Alors, il y a des moments un peu compliqués récemment, mais je pense que là, je passe une phase où je me dis, quand même, quand tu poses les choses, j'ai quand même beaucoup de chance. Donc ouais. C'est ça qui prime aujourd'hui là. C'est marrant, j'ai souvent un sentiment similaire au tien. Je suis presque quotidiennement dans la gratitude en fait des amis, de la maison, de la famille, de mon travail, de mes collègues, de tout ce qui est jeu. Et je me demande, on verra bien, tu vas nous parler de tout ça, mais si le fait de nourrir notre relation avec nous-mêmes peut justement nous aider à créer une vie qui soit plus en cohérence avec nous-mêmes et du coup éprouver ce sentiment de gratitude. Carrément. Donc pour démarrer, est-ce que tu peux nous résumer un tout petit peu ton association, parce que c'est sûr que tu vas en parler mieux que moi. Oui, bien sûr. Donc Find Yourself, c'est une association de loi 1901 que je présente surtout comme un club féminin qui œuvre pour l'empowerment des femmes. Donc de façon très concrète, aujourd'hui, on a 3 champs d'action. Le premier, c'est un champ événementiel où on organise des événements autour du développement pro et perso pour permettre aux femmes d'avoir des ressources et des outils pour se développer sur ces différents pans de leur vie. Donc ça peut être aussi bien des ateliers de prise de parole en public, de personal branding, de négociation salariale, comme des moments totalement informels, genre des after-work où on finit en karaoké, comme des cercles de parole sur la sexualité, les croyances limitantes, etc., etc. Donc ça, c'est le premier champ. Deuxième champ, c'est un champ média avec un podcast qui a évolué vers un talk show, donc une émission web qui a pour but de mettre en lumière de nouveaux rôles modèles féminins dans toute leur diversité pour aborder des sujets sur lesquels on est trop peu vu et trop peu entendu,
de façon générale. Et le troisième, c'est un peu un mix de tout ça, c'est le mois de l'empowerment, qui est un festival qu'on organise annuellement, tous les mois de mars, où pareil, le but c'est d'avoir un panel qui est uniquement féminin ou de personnes qui sont issues de minorités de genre pour aborder des sujets sociétaux sur lesquels en fait, on a besoin de nouveaux narratifs, on a besoin de nouvelles façons de penser les choses pour réfléchir justement à une société qui est plus juste et égalitaire. Parfait. Et justement, parmi les sujets que vous abordez, toi, tu avais abordé dans ton podcast le sujet du people pleasing. Oui. Et ce que je trouvais très intéressant, c'est que le mot authenticité est venu souvent sur la question de people pleasing. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que c'est déjà le people pleasing? Oui, le people pleasing, tu l'as dit, c'est une forme de syndrome. En fait, c'est une tendance qu'on peut avoir à faire constamment des choses pour plaire aux gens, dans le but d'être validé par les autres. Et donc, du coup, de s'adapter constamment aux autres, puisque quand on dit les autres, ça peut être dans différents secteurs, ça peut être dans le milieu professionnel, souvent c'est ses proches, sa famille, ses amis, etc. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'avoir, entre guillemets, une facette, un masque qu'on porte assez souvent, juste dans le but d'être validé. Et donc, c'est totalement un frein, justement, à l'authenticité. Et c'est quoi la différence du people pleasing par rapport à une envie normale, disons comme ça, d'être validé par les siens, de plaire à sa famille, de s'intégrer dans des groupes de personnes dont on admire? C'est quoi la frontière et la différence entre une validation sociale acceptable et un syndrome de people pleasing? Alors, selon moi, la validation sociale, elle est normale. Enfin, comme je dis tout le temps, on est des êtres sociaux. On vit en société. Donc, notre survie est aussi conditionnée par le fait d'être dans cette société-là et d'adopter certains codes et certaines façons de procéder, justement pour être accepté dans son environnement. Donc ça, pour moi, ça va être tout simplement quand on est... Alors, c'est là où la frontière, elle est un peu tricky, mais ça va être effectivement dans un milieu professionnel, adopter des codes, comprendre que on fonctionne comme ci, comme ça. Quand on est dans un groupe et qu'on constate qu'une personne a telle ou telle attitude, se recalibrer, histoire de ne pas être en inadéquation pour pas créer du conflit ou des choses comme ça. Et pour moi, le people pleasing, c'est vraiment quelque chose qui est... c'est ça, mais poussé à l'extrême, dans le but où ça va carrément entraîner des changements de personnalité ou des changements de comportement qui sont vraiment très exacerbés. Typiquement, une personne qui va être dans un groupe d'amis et qui va se rendre compte que qui va avoir tendance à soit accentuer un trait de personnalité, donc être hyper extraverti, hyper dans le « ah ouais, j'adore tout le monde », etc., juste dans l'idée de capter l'attention et d'être particulièrement aimé, alors que potentiellement, cette personne-là peut être totalement épuisée et avoir envie de se mettre en retrait. Ça peut être des personnes qui vont constamment faire ce que les autres disent. Voilà, je pense que tu devrais faire ça. En fait, je ne vais pas avoir de réflexion sur qu'est-ce que je veux vraiment et je vais plutôt écouter les autres pour pouvoir répondre à des attentes extérieures. En fait, c'est ça. People pleasing, c'est répondre à des attentes qu'on perçoit sans jamais questionner ce qu'on veut vraiment et qui on est vraiment. Ok. Et ça peut aussi prendre toutes sortes de formats, parce qu'il t'a donné un très bon exemple de la personne qui est surextravertie pour amuser les gens parce qu'elle se sent dans le devoir d'amuser. Mais je suppose qu'ils peuvent avoir aussi une personne qui s'est mis en retrait et qui parle moins et qui a envie de prendre la parole mais qui n'ose pas parce que justement, il en a d'autres personnalités dans le groupe qui prennent déjà beaucoup plus de la place et qui tu sais que si tu dis ce que tu penses, tu vas voler la place à cette personne qui aime avoir la place et du coup tu vois, c'est important, je trouve, pour les gens qui nous écoutent de savoir que tout ce qu'on va dire, c'est des exemples. Mais que je suppose il a des façons des people pleasing, des syndromes des people pleasing par rapport à chaque personne et par rapport du coup chaque groupe. Exactement. Vraiment l'idée c'est dans les différents groupes et ça se manifeste comme tu l'as très bien dit de différentes façons. Ça va être soit je suis sur moi, soit je suis entre guillemets sous moi. Être toujours dans une réflexion constante de si je suis moi-même, potentiellement, je suis en inadéquation. Donc, comment faire pour avoir l'impression, en tout cas, d'être adéquate? Et ça se manifeste vraiment différemment d'une personne à l'autre. Mais en tout cas, je pense que le point commun, ça va être vraiment ce truc de il faut que je sois validée absolument à tout prix, même si ça nécessite de me trahir. Ouais, et du coup, ça vient d'un lieu de peur d'exclusion, tu dirais? Ouais, je pense qu'il y a différents niveaux. Je pense qu'effectivement, le premier truc, c'est la peur de l'exclusion. Comme j'ai dit, on est des êtres sociaux. On survit aussi parce qu'on a des interactions les uns avec les autres. Donc, quand on est en inadéquation, en fait, on risque de se faire exclure et rejeter du groupe. Donc, il y a ça. Je pense qu'après, c'est mon évolution avec le développement personnel et puis voilà, toutes les choses que j'ai pu lire, etc. Ça vient aussi souvent de blessures
un peu intérieures qui viennent soit de l'enfance, soit d'un peu après, où on a eu l'impression qu'en étant soi-même, on n'était pas assez. Et donc du coup, si je ne suis pas assez en étant moi-même, ça veut dire qu'il faut que je sois autre chose ou autrement. Et donc du coup, avoir un peu cette tendance à penser qu'il y a quelque chose à corriger en soi, et donc du coup à adopter un comportement qui n'est pas initialement le sien, mais un comportement entre guillemets correctif, mais qui finalement est destructeur. Ouais, c'est touchant ça comme analyse. Et moi, je pense, par exemple, j'avais un chéri à une époque qui changeait beaucoup son comportement par rapport au groupe où on s'est retrouvés. Il passait son temps à s'adapter. Quand c'était nous deux, j'ai retrouvé le lui-même. Mais en dehors de ça, c'était assez flippant pour moi de voir son changement de personnalité en fonction du groupe. Et il a une fois qui était explicite, on était en voyage avec un groupe de personnes et tout le monde était en couple. Et au bout d'un moment, on était plusieurs couples dans la cuisine pour faire le repas et je viens lui faire un câlin. Et lui, très inconsciemment, il me pousse. Tu vois, il m'arrête le câlin en regardant les autres dans une sorte de gêne. Et là, au même temps qu'il me faisait ça, il a un couple juste à côté de nous qui se sont fait un câlin. Et là, avec la même main qui venait de me repousser, il m'a tiré vers lui et il s'est permis de me faire un câlin. Et là, je me suis dit, merde, je suis passée à la position d'un objet, un outil, en fait, qu'il utilise pour s'intégrer mieux dans des situations sociales. Et du coup, notre lien de couple, qui est censé être le lien le plus important, parce qu'en plus, c'était un groupe d'amis, entre guillemets, c'était un groupe des connaissances, ça passe en seconde plan de son besoin de s'intégrer aux autres. Tout à fait. Et du coup, c'est hyper intéressant que tu dises ça parce que ça montre une des conséquences, selon moi, du people pleasing qui est l'authenticité de tes relations. Du coup, toi, en fait, dans cette position-là, tu as aussi pu, j'imagine, te demander, mais en fait, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, à quel point cette personne-là est à l'aise avec moi, avec le groupe, etc. Et en fait, du coup, ça crée une forme de barrière et de distance où les gens se demandent, mais à quel moment tu es vrai, en fait, et est-ce qu'on peut te faire confiance? Et en fait, il y a plein de questionnements qui peuvent découler de cette attitude-là. Oui. Et j'ai eu un invité, un jeune adulte de 18 ans, on parlait d'adolescence, d'authenticité à l'adolescence et dans l'âge adulte. Et il m'a dit qu'à 18 ans, maintenant qu'il a son premier emploi, il sent en telle liberté de s'habiller comme il veut et de se comporter comme il veut parce que pendant les années d'école, il faisait partie d'un groupe des garçons, qui a été toujours le même groupe de garçons. Et lui, il est plutôt très artistique, il joue du piano, il chante, il aime porter des talons, tu vois. Et là, ses potes, c'était quand il s'est comporté comme il était véritablement, il était pris au ridicule. Et en gros, il est resté des années de sa vie de jeunesse à s'adapter à un comportement qui était acceptable pour le groupe. Et maintenant, à son âge adulte, il éprouve cet épanouissement. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux gens qui se trouvent un peu dans le piège du people pleasing? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour essayer de mettre un nouveau mindset? Essayer déjà peut-être de reconnaître qu'on est là-dedans, parce que souvent, je crois que c'est pas évident. Exact. Et je suppose qu'il a différents degrés. Tout à fait. Tu vois, des fois, on est dedans, mais c'est tellement subtil et inconscient qu'on ne se rend pas compte. Des fois, on est beaucoup trop dedans et on est frustré, on est conscient qu'on se sent seul et triste, mais on ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller? Alors, je ne sais pas si ça serait vraiment dans l'ordre exact, mais en tout cas, il y a plusieurs choses qui me viennent en tête. Premièrement, j'aurais dit effectivement s'observer et regarder effectivement, est-ce que là, je suis dans une démarche de people pleasing ou où que je sois, je cherche constamment à plaire à mon audience, à plaire aux personnes qui sont présentes, etc. Et du coup, est-ce que ça a un impact sur la façon dont je me comporte? Si la réponse est oui, effectivement, il y a un truc à faire. Si la réponse est juste une adaptation sociale, parce que effectivement, dans le monde du travail, je ne peux pas forcément être exactement la même personne qu'avec mes amis intimes, parce qu'il y a des codes, je pense que là, entre guillemets, on est dans une forme de norme et c'est OK. Non, je reste quand même sur ce point de validation sociale là. Je pense que c'est quand même important, même quand on est dans ces cas de figure là, d'avoir vraiment un cercle où on peut être 100% soi-même, parce que ça épuise, mine de rien, d'être dans la suradaptation constante. Je pense que ça aussi c'est un sujet, et je pense que c'est ce qui m'avait évoqué le sujet du people pleasing initialement. La suradaptation constante, parce qu'on est dans des environnements qui ne sont pas les siens initialement, ça épuise. Donc voilà.
pour revenir sinon au people pleasing. Je peux juste faire une parenthèse parce que c'est super intéressant ce que tu viens de dire. Ce podcast d'Ensa, il existe exactement pour ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que dans notre vie sociale, on a différents domaines. On a le travail, on a la vie amoureuse, on a la vie avec la famille, on a les amis, et on a les connaissances, on a les voisins. On peut aller loin dans tout ça. On a les gens qu'on croise dans la rue, on a les commerçants. Exact. Et une chose que je me suis rendu compte, c'est que souvent les personnes ont différents masques pour porter dans ces différentes situations parce que soi-disant c'est plus acceptable. Et même dans les soirées, même quand on sort danser, on a parlé de ça au téléphone, Densa est né comme des rencontres dansantes pour que les gens puissent se permettre tout simplement de danser comme ils ont envie. Et déjà pour ça, on a un frein parce qu'on est préoccupé de ce que les gens pensent, alors que les gens n'ont rien à voir avec comment on bouge notre corps. Et ça va dans tous les domaines de la vie. Et moi, je commençais ce podcast avec cette volonté de dire, mais en fait, moi, je crois profondément que l'authenticité, elle a la place partout, que c'est même très honnête de notre part de nous montrer autant qu'on est partout, notamment le milieu de travail. Oui. Et c'est ça aussi que je trouve qui nous aide à faire le tri de notre entourage, de notre équipe de travail et qui nous permet petit à petit d'avoir une vie en cohérence avec nos valeurs. Je suis 1000 fois d'accord avec toi. Je ferme la parenthèse. Vas-y, on continue. Les solutions, des solutions. Oui, donc du coup, pour les personnes qui se retrouvent dans le cas du people pleasing, donc effectivement, s'observer. 2, accepter. Dire que c'est pas sa faute. C'est pas parce que tu es foncièrement faux ou fausse que tu es dans le people pleasing. C'est certainement parce qu'en fait, on t'a fait comprendre à un moment donné que tu étais inadéquate et que du coup, tu t'es dit, il faut que je corrige ça. Mais ça ne vient pas de toi. Souvent, ce genre de blessure-là, ça ne vient pas de toi. C'est des choses qui t'ont été faites. Et là, maintenant, je pense que le temps de l'acceptation, c'est le premier pas pour pouvoir, en fait, justement, retrouver une certaine authenticité. Donc, accepter ça et se dire, OK, maintenant que je constate ça, qu'est-ce que je suis en mesure de faire ? 3e point pour moi, c'est commencer à apprendre à se connaître et faire le tri. Qui je suis vraiment ? Quelles sont mes valeurs profondes ? Quelle est ma personnalité réelle, de façon naturelle et spontanée, quand je me sens 100% bien, comment j'agis ? Et accepter et valoriser ça en soi. En fait, valoriser tout ce qui fait ton unicité, finalement, que ce soit ta personnalité, tes valeurs, ta façon de te comporter. Vraiment être dans la connaissance de soi et l'acceptation et la valorisation surtout de soi-même. Ensuite, accepter, ça c'est je pense le point le plus important et peut-être le plus difficile quand on est dans une démarche comme ça, accepter de ne pas plaire à tout le monde. Yes, so important. Oui. On est sur la cerise là, du gâteau que j'attendais. Oui. Accepte que, en fait, t'es pas là pour plaire à tout le monde. C'est totalement OK que tu ne plaises pas à tout le monde. C'est totalement OK qu'il y ait des personnes qui te trouvent bizarre, inadéquate, trop ceci, trop cela, etc. Peu importe. Souvent, ce genre de personnes-là, de toute façon, c'est pas les personnes que tu as vraiment besoin et envie d'avoir dans ta vie. Absolument. Donc, à partir de là, et en fait, fine, je ne te plais pas. Et après, il y a plein d'autres personnes avec qui je me sens bien, avec qui je peux être moi-même à 100%. Et c'est ce type de relation-là qu'il faut cultiver. Donc vraiment accepter ça et après cultiver aussi justement son cercle, cultiver le cercle des personnes avec lesquelles tu te sens bien, les personnes qui te permettent justement d'évoluer, d'accepter tes propres changements, d'accepter qu'il y a des moments où en fait, peut-être que tes vieux réflexes, entre guillemets, vont revenir, mais ils savent qui tu es et ils acceptent qui tu es et te permettent, toutes les personnes qui vont te permettre d'aller un peu plus vers de l'authenticité justement et vers l'acceptation pleine et réelle de ta propre personne. Et après, vraiment, dernier point, je pense, ce serait cultiver le self-love, encore et toujours. Oh yes. S'aimer, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend forcément à faire, pour peu qu'on ait des parents qui ne s'aiment pas eux-mêmes, et ce qui est plus fréquent que ce qu'on pense. Pour peu qu'on ait des personnes autour de nous qui ne s'aiment pas elles-mêmes, en fait, c'est pas, on a l'impression que quand on s'aime, c'est forcément un manque d'humilité. Ouais. Non, s'aimer, c'est se rendre justice. C'est se rendre justice, c'est se valoriser et se dire je suis une belle personne dans ce monde-là, alors je suis pas la meilleure, je suis peut-être pas celle qui a les meilleures qualités, j'ai plein de défauts, il y a plein de trucs à optimiser chez moi, mais n'empêche que si je suis une personne qui a un bon fond, un bon cœur, je mérite l'amour plein et le premier amour que je mérite, c'est le mien. Oui. Surtout que quand on fait ce travail de se connaître, et je crois qu'on est dans la démarche d'essayer de s'aimer,
on rentre aussi dans une sorte d'humilité envers soi-même, Bien parce sûr. que au même moment que tu es en train de voir tes qualités, tu vas aussi découvrir ta vulnérabilité. Tu vois, on a beaucoup de personnes, je trouve, qui ont un ego surdémesuré justement parce qu'elles ont peur et parce qu'elles se sentent vulnérables et qui, plutôt que de se connaître, de s'accepter, elles créent un personnage, encore une fois, tu vois, pour montrer au monde ce qu'elles sont pas, pour être plus acceptées. Donc moi, je suis totalement d'accord avec toi. C'était très difficile pour moi de rentrer dans cette démarche, mais là, ça y est, depuis plusieurs années, d'être ce que j'aimais, entre guillemets, égoïste. Les gens disent ça, t'es égoïste, tu penses à toi, et je dis non, je suis altruiste envers moi-même. Exactement. Ça, j'ai appris la différence en fait. Ouais. Et dans ton podcast, tu disais par exemple les gens dans le people pleasing qui ont beaucoup du mal à dire non et à comprendre que dire non, c'est un droit déjà, et c'est aussi un choix, Exact. et que tu peux pratiquer cet exercice et que ça ne fait pas de toi une personne égoïste, ça ne fait pas de toi une personne mauvaise, au contraire, ça fait de toi une personne qui, quand dit oui, ça veut dire que tu es vraiment engagé. Exactement. Et que tout le monde qui est autour de toi et qui te connaît, ils savent que non, Sarah, quand elle dit oui, c'est un vrai elle y oui. va, hein, tu pas besoin de douter. Et ça, c'est plutôt bien envers soi-même et envers les autres. Moi, exactement. Un truc que j'ai eu depuis, que j'ai vraiment intégré de plus en plus ces dernières années, c'est si tu dis non aux autres et que ça te permet de te dire oui à toi, pas de doute. Vraiment pas de doute. Il faut vraiment dire non aux autres pour se dire oui à soi, c'est une très bonne chose. Et ça s'applique, comme on disait, dans tous les domaines de la vie. Exactement. Il s'agit de poser ses limites, en fait, tout simplement. Et des fois, on a un peur que si je pose mes limites, potentiellement, je vais être vue comme quelqu'un de méchant, ou bien les personnes ne vont plus me faire confiance, ou on ne va plus me solliciter, etc. Non, poser ses limites, c'est simplement se respecter. Et souvent, quand on fait ça, on autorise aussi les autres à faire de même. Ouais. Et en fait, ça fait des relations qui sont plus saines. Ça fait effectivement des oui qui sont des vrais oui, où on va à 100% et on fait les choses jusqu'au bout, on les fait bien. Donc non, faut pas hésiter à poser ses limites. Les limites, c'est pas forcément des barrières dans les relations avec les autres. Au contraire, c'est plus de liberté parfois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, il a, disons, un phénomène. Souvent, je crois, peut-être les personnes qui ont peur de dire non, ou qui ont peur de blesser les amis, ou qui ont peur de se mettre en difficulté avec ses collègues au travail, si vous montrez vos limites et prenez la parole et juste montrez vous-même autant que vous êtes, je peux comprendre que ça peut faire un tout petit peu peur au départ, parce qu'on va se dire je ne sais pas comment les gens vont réagir, peut-être qu'ils savent vexer des gens, peut-être qu'ils vont plus vouloir sortir avec moi. Ces questionnements, ils sont légitimes, mais ce que moi j'aurais envie de dire par expérience, c'est qu'effectivement quand on commence à mettre ça en place, on va voir qui on a véritablement en face de nous. Exactement. On va aussi redécouvrir qui est l'autre personne véritablement, jusqu'à où elle tient à nous, jusqu'à où elle nous aime, et jusqu'à où elle est juste avec nous parce qu'on fait comme elle veut. Ça existe beaucoup. Et en fait, cette démarche que tu nous invites à faire, pour moi, c'est un vrai bon tri. Oui, clairement. De notre vie sociale en général. Ouais. Et ça fait du bien le tri, ça allège. Faut pas avoir peur de perdre des gens. C'est sain. Ouais, c'est sain. C'est vraiment sain. Il y a les gens qui sont censés être là dans ta vie, avec qui tu dois cheminer, ils resteront là. Tant qu'il y a du respect, il y a de l'amour réel, sincère, c'est OK. On continue la route ensemble. Si à un moment donné, c'est plus réel, c'est plus sincère ou ça ne l'a jamais été, vaut mieux laisser ces personnes-là partir. Ça fait de la place pour soi, ça fait de la place pour d'autres personnes. Donc voilà, c'est pas forcément évident, mais c'est vraiment quelque chose de très bénéfique, donc faut pas hésiter. Absolument. Et est-ce qu'on pourrait, pour les personnes qui sont là, ouais, ça serait bien que je fasse ce travail, mais je suis pas sûre, j'ai un peu peur et tout ça, est-ce qu'on peut leur parler un peu des conséquences qui peuvent exister si on reste dans le people pleasing? Tu vois, on a un peu parlé qu'est-ce que c'est le people pleasing, on a un peu parlé des solutions, de l'importance de faire ce travail-là, mais on n'a pas encore évoqué si on ne le fait pas, ce travail-là, et qu'on reste dans cet automatisme, quelles sont les conséquences, quoi? Pour moi, la première conséquence, c'est que tu passes à côté de toi-même. C'est qu'en fait, tu n'auras potentiellement jamais l'opportunité de découvrir pleinement qui tu es. Et ça, c'est hyper dommage quand même. Parce que si tu réfléchis dans la vie, y a un truc qui fait très fataliste dit comme ça, mais moi, je trouve ça aussi très beau. C'est tu nais seul, tu meurs seul. La personne avec laquelle tu fais ton chemin H24 tout le temps, que dans les bons comme dans les mauvais moments, c'est toi-même. Donc, vaut mieux avoir une bonne relation avec toi-même, ou en tout cas essayer de cultiver une bonne relation avec toi-même. Si tu passes à côté de toi-même, comment tu fais ?
Donc déjà, ça, pour moi, c'est la première conséquence. Deuxième conséquence, c'est en fait, potentiellement, quand tu cultives le people pleasing, de toute façon, en fait, il n'y a aucun moment où tu te sens vraiment adéquate, puisque tu dois perpétuellement changer. Ah là, je suis avec telle personne, ok, il faut que je sois comme ça. Ah là, je suis avec telle personne, ah, il faut que je sois comme ça. C'est épuisant. Ouais. Et potentiellement, il n'y a aucun moment où tu te sens... tu te sens adapté à la situation. À vrai dire, même si on essaye de plaire tout le monde tout le temps, on ne peut pas. Tu ne peux pas. Donc tu te dépenses pour, entre guillemets, rien. Je comprends l'intégration sociale et tout ça, mais c'est vrai que c'est un idéal impossible, en fait. C'est pas atteignable. Mais bien sûr, c'est pas atteignable. C'est pas atteignable. Et puis après, comme je dis, c'est que du coup, ça biaise tes relations, ça fausse tes relations. Si les gens ont l'impression que tu n'es pas vraiment vrai, tu n'es pas vraiment authentique, potentiellement, ils vont adopter le même comportement. Donc toi aussi, c'est-à-dire que pendant que tu fais tout ça pour plaire à des personnes à qui potentiellement tu ne plairas jamais dans tous les cas, en fait, ces personnes-là, potentiellement, parce que les gens ne sont pas toujours très honnêtes, hein, ils ne te disent pas forcément voilà ce que j'observe sur toi, etc., ou pas toujours très bienveillants, malheureusement. Mais en fait, pendant que tu fais tout ça, ces personnes-là, ça ne devient pas des relations sur lesquelles tu peux compter non plus. Donc en fait, les dés sont pipés à plein de niveaux. Absolument. Donc ouais, non, je pense que c'est pas bénéfique en vrai, le people pleasing. Okay. Vraiment pas. Parfait. Faisons le cheminement des découvertes des soi et la démarche authentique qui essaie, une fois qu'on se découvre, de se permettre de s'exprimer au monde. Ouais. Et pour clôture cet épisode... Je pourrais poser une question avant? Ah bah oui, avec grand plaisir. J'ai une question avant ta dernière question. Ouais. Je voulais savoir pourquoi est-ce que ce sujet-là en particulier t'avait particulièrement plu. Donc, j'avais compris l'authenticité. Ouais. Est-ce que tu as eu l'impression, toi, en écoutant ce podcast, d'avoir été parfois dans des situations où tu étais dans le people pleasing, justement? Alors, la question de l'authenticité, pour moi, elle vient beaucoup avec la danse et du fait d'être brésilienne, je dirais, où on a en tout cas une expressivité du corps beaucoup plus acquis culturellement qu'ici. Et c'était de voir à quel point les gens s'empêchent de danser quand ils ont envie, de chanter quand ils ont envie, parce qu'on a peur de ce que les gens vont penser, parce que j'aurais l'air ridicule, parce que je ne suis pas danseur, parce que je ne suis pas chanteur. Et là, je me dis, OK, là, j'ai vraiment envie d'aider les gens à pouvoir s'exprimer librement. Et en le faisant dans les pistes des danses, je me suis dit, en fait, je crois qu'on pourrait toutes et tous bénéficier de cette liberté partout dans le monde. Donc la démarche, elle a commencé... comme ça, dans tous les domaines de la vie, ma recherche, ma quête d'authenticité. Et après, moi, le people pleasing, moi, j'ai quoi que ce qui m'est arrivé très tôt, justement, à l'enfance, c'est que je suis née dans une famille avec des personnes très authentiques, qui m'ont beaucoup enseigné l'authenticité et m'ont donné des outils pour être authentique. Néanmoins, parce qu'il y a, c'est la vie. Toujours d'aimer. C'est des personnes très, très fortes qui avaient des vies très, très dures et qui subissaient des trucs difficiles. Et moi, j'étais un peu le soleil de tout le monde. Oh. Et j'avais vite compris que tout le monde allait tellement mal que si moi, j'allais pas bien, il fallait que je cache ma tristesse. Parce que ma façon joyeuse d'être, c'était quelque chose qu'on s'attendait de moi et c'était quelque chose qui faisait beaucoup du bien à ma famille. Et j'ai mis 30 ans, je crois, à commencer à comprendre que si je ne vivais pas ma tristesse et si je ne l'assumais pas devant les gens qui m'aimaient, que cette tristesse, elle n'allait pas disparaître et qu'elle allait juste s'accumuler et qu'au bout d'un moment, ça commençait à aller vraiment pas. Et du coup, là, depuis quelques années, je fais la démarche d'assumer devant mes potes, ma famille, dans le milieu de travail, partout. Quand je ne vais pas bien, j'ai dit que je vais pas bien. Quand j'ai pas l'énergie d'aller danser, je vais pas aller danser. S'il y a des gens qui vont pas danser parce que je suis pas là, dommage. Ouais. Mais tu vois, t'as raison. Voilà. Donc je crois que mon people pleasing, c'était ça, dans cette inconscience depuis toute petite, que si je peux faire en sorte que les gens soient bien, si j'ai un truc rayonnant et joyeux qui fait du bien aux gens, du coup, sans me rendre compte, je me suis imposé ça. Toute une vie, quoi. Je comprends. Voilà. Et je suis contente que du coup t'en aies pris conscience et que t'aies fait un chemin inverse.
Oui. C'est très Et cool. c'est merveilleux et Oui. tout va trop bien. Et les gens m'aiment, même quand je suis triste. Et c'est trop Oui. chouette. Et je fais pas du mal aux gens. Ça aussi, c'est chouette parce que j'avais l'impression que si je renvoyais pas ma joie, ça allait rendre les autres tristes aussi. Ah. Et là, je me suis rendu compte que les gens, ils ont aussi leur rayon à eau et que c'est bien aussi qu'ils m'envoient leur rayon de soleil C'est quand clair. j'ai froid, tu vois. Donc, c'est bien. Et c'est vrai qu'il y en a des gens qui ont partie de ma vie. Et tant mieux parce que c'était des vampires. Voilà, exactement. Voilà. Les voleurs d'énergie. Et toi, qu'est-ce que tu considères des plus authentiques chez toi? Je pense que je pense que le plus authentique chez moi, c'est mon réel amour des gens. J'aime vraiment les gens. Yes. Ouais. Ouais, j'aime on a ça en commun. J'adore. Oui, j'aime vraiment les gens profondément. Mm. Et pourtant, des fois, je me dis, les gens, ils sont durs. Les gens... Ça n'empêche pas, c'est difficile. Mais... Ah ouais. Mais non, je pense que j'aime vraiment les gens et c'est ça, en fait, mon moteur dans ce que je fais. Enfin, je vois mon engagement. Des fois, les gens me disent, c'est super ce que tu fais, mais comment tu fais? En fait, juste, j'aime les gens. Ouais. Et donc, du coup, ce que j'ai en moi que je peux mettre à disposition pour manifester mon amour pour les gens, je le mets en place, tout simplement. Donc, je pense que c'est le truc qui est le plus authentique chez moi. Et après, j'ai envie de dire de plus en plus ma parole, quand même. Alors, justement, par souci de validation, je ne peux pas toujours dire ce que je pense. Mais je pense toujours ce que je dis. Yes, me too, you go girl. J'ai adoré ta réponse, comme j'adore toutes les réponses, parce que c'est enrichissant en fait de savoir l'authenticité et qu'est-ce qu'on peut apprendre les uns avec les autres. Et moi, j'ai envie de faire une proposition pour l'audience, si Clémence elle est d'accord. Puisque c'est vraiment quelque chose avec le people pleasing, avec des vrais red flags, avec des vrais points de développement personnel. Je ne fais pas ça d'habitude, mais j'aimerais bien faire un article sur mon blog à ce sujet pour que l'audience puisse prendre le temps. Parce que là, vous êtes avec nous et on papote et vous sentez plein de choses. Mais je trouve que justement dans la démarche de la relation envers soi-même, vous pouvez prendre le temps de vous asseoir, de prendre les notes de ce qu'on a parlé ici aujourd'hui et regarder question par question et vous poser ces questions-là et prendre votre temps de réflexion. Et je me permettrai aussi de mettre les ressources de Find Yourself, avec le grand lien plaisir. vers ton podcast, tout ça, pour les personnes qui souhaitent rentrer dans ce cheminement. Et je vous mettrai partout les liens envers le travail de Clémence pour que vous puissiez découvrir plus sur son club, son association et son travail. Vous pouvez aussi retrouver Densa Podcast sur Radio Rap TZ, sur YouTube, bientôt sur Spotify. Et on est en train de faire une page podcast sur le site sarahpoli.com/densa. À savoir que tous les mois, on fait une rencontre dansante pour mélanger les introvertis et les extravertis, pour que tout le monde se défoule comme chaque personne en a envie. Donc Clémence, t'es grave invitée. Oh là là, tu ne me diras pas deux fois. Et ben voilà, venez rencontrer Clémence et toutes les personnes de l'univers d'Ensa. Et pour savoir les horaires, vous pouvez consulter le site sarahpoli.com/densa et vous inscrire à la newsletter pour recevoir toutes les invitations. Donc maintenant, je vous laisse avec le témoignage d'une auditrice et je vous dis au prochain Densa. Ciao, ciao. Merci Sarah, c'était trop bien. Merci à toi. Bonjour, moi c'est Arminda et pour moi l'authenticité c'est avoir du courage. Avoir le courage de ses idées, avoir le courage de mener à bien ses idées, avoir le courage d'être soi-même, de ne pas se plier aux desiderata des autres, pas tout le temps. Il faut des concessions parfois, bien sûr, pour qu'on vive en société. Mais l'authenticité, pour moi, c'est ça. C'est du courage au quotidien, de l'alignement, esprit, cœur et physique. Et surtout écouter, surtout, en tout cas, beaucoup écouter son cœur et se sentir aligné avec lui pour chaque idée, pour chaque chose qu'on fait tous les jours. Voilà. Pour moi, c'est le courage, l'authenticité.